Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, dis-nous comment a commencé ton chemin spirituel? Alors le chemin, en fait, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petit déjà, je croyais pas trop en ce monde, dans le sens où je pensais toujours qu'il y avait une réalité derrière. Je sentais qu'il y avait autre chose au-delà de ce monde. Et donc, voilà, j'avais ce pressentiment. Et par exemple à l'école, avec les professeurs, en classe, j'écoutais pas trop ce qu'ils disaient. Je préférais regarder par la fenêtre de la cour pour, en fait, les arbres, c'est comme s'ils me parlaient davantage que les professeurs, quoi. Donc j'étais plus intéressé par regarder la nature. J'étais très rêveur quand j'étais petit. On m'appelait souvent Pierrot la Lune d'ailleurs. Donc voilà. Et avec le temps, les adultes ont commencé à me dire qu'il y avait que ce monde matériel comme réalité. Donc j'ai commencé à oublier peu à peu ce que mes ressentis d'étant petit. Et puis à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai pris conscience que j'allais mourir. Ça a été assez fulgurant en fait. J'ai eu d'un coup, je me suis dit tout va s'arrêter à un moment donné. Donc là j'ai commencé à rentrer dans une espèce de dépression. Une dépression qui a duré pas mal de temps en fait. Plusieurs années. Et après, j'ai découvert la musique. Donc, je me suis mis à 16 ans à la musique vraiment à fond, très intensément. Et ça m'a permis un peu de me sortir la tête hors de l'eau. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à jouer, beaucoup de plaisir à apprendre la musique, etc. Je me donnais complètement à ça. Et puis, le rappel est revenu, on va dire, à l'âge de 19 ans, où là, un 24 août 2000 à 21h30, j'ai eu une expérience d'éveil spontané, mon premier éveil en fait, où je vais me coucher. Il est 21h30, j'avais pas du tout l'habitude de me coucher aussitôt. Parce que 21h30, voilà, d'habitude je me couchais plutôt vers 23h, quelque chose comme ça. Et là, donc dans mon lit, je joue simplement. Je me dis, il y a une phrase qui vient en moi et qui dit, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de penser complètement. Et au moment où je me dis ça, ça se produit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune pensée. Il n'y a plus aucune pensée. Et c'est comme si mes pensées étaient comme un peu des planètes. Moi, j'étais au centre, j'étais le soleil au centre. Les pensées sont des planètes et qui s'écartent. Et à un moment donné, il reste plus rien. Le vide complet. Et dans ce vide complet, je ressens une grande paix. D'abord, une paix intense. Et après, juste après cette paix, il y a une grande vague de plénitude, d'amour, on pourrait dire, qui me parcourt le corps. Des orteils jusqu'au bout des cheveux, jusqu'à la pointe des cheveux. Avec sous les paupières, il y avait une lumière aussi que je voyais sous les paupières. Et c'était très très intense. Il y avait plus de notion de temps, plus de notion d'espace. Et j'ai compris à ce moment-là, d'un coup, qu'il y avait une source. Moi, j'appelais ça la source à l'époque, parce que j'étais pas du tout croyant en quoi que ce soit. Donc, j'ai pas du tout compris ce que c'était. J'avais pas de référentiel religieux ou spirituel à l'époque. Du coup, je découvre ça, cette joie, voilà, extraordinaire, et je me sens à la fois être très 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 précieux et à la fois être tout petit, humainement parlant. Et la première pensée qui me revient après cette expérience, c'est exactement mot pour mot, je m'en souviens encore, c'est « je suis comme un petit caillou par terre ». Je suis comme un petit caillou par terre. Et en même temps, un petit caillou très 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 précieux, très précieux. Et donc juste après l'expérience, il y a une énergie encore que je sens en moi qui est hyper forte, hyper présente. Et donc je bondis de mon lit. Et là, je me souviens encore que j'ouvre la porte de ma chambre avec une force. J'ai cru que j'allais arracher la porte tellement je sentais être très fort. Et donc je cours dans la salle à manger, dire à ma mère, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours, je l'ai trouvé. Et c'est marrant que d'ailleurs, avec le recul, je me dis comment j'ai pu dire ce que je cherchais depuis toujours, je l'ai trouvé alors que je savais même pas que je le cherchais. Et donc
ma mère me regarde avec les yeux ronds, je vois tout de suite qu'elle comprend rien du tout de ce que je dis. Donc du coup, je retourne dans ma chambre et là, je recommence une deuxième fois. Je m'allonge dans mon lit et je dis, ça se trouve, ça va recommencer 2 fois. Donc je me dis, je ferme les yeux, je me dis, qu'est-ce qui se passerait si j'arrête de penser complètement, et pouf, ça recommence une deuxième fois. Deuxième fois, la lumière, la montée de l'énergie, la plénitude absolue, vraiment une plénitude indescriptible. Et là, la seule chose que je peux faire, tellement c'est fort, je prends un papier, un crayon et j'écris ça existe vraiment sur le papier. Et puis je mets le papier dans le tiroir de ma table de nuit. Et puis voilà, je ferme. Et sur le coup, c'est tellement fort que j'ai même hésité à prendre une pancarte et à descendre dans la rue et dire aux gens, vous êtes tous l'amour, la plénitude et tout ça. Et donc, je le fais pas, heureusement. Voilà. Et donc, cet état de plénitude, il va durer 15 jours à peu près, constamment, avec mise en place du jour au lendemain d'une pratique méditative intense qui va durer 6 ans après. Méditer tout le temps, dès que j'ai du temps libre, même 10 secondes, je me mets à méditer n'importe où, voilà. Ça m'absorbe en fait. Et je ressens toujours une grande joie à méditer. Alors, je ressens une grande joie à méditer, sauf qu'à un moment donné, il y a des hauts et des bas qui commencent à devenir de plus en plus extrêmes parce que je recherche tout le temps l'état de plénitude. Donc, je cours après cet état de plénitude qui me fait avoir de temps en temps des états de déprime extrêmes parce que j'arrive pas toujours à connecter à cet état de plénitude. Et donc j'oscille comme ça, entre des hauts et des bas intenses. Et alors, juste après cette expérience, qui pour moi était déjà l'éveil, enfin je pensais déjà avoir complètement fini, alors que pourtant c'était le début du chemin en fait, je rencontre une médium que je vais voir pour tester, parce que je veux amener quelqu'un qui a un problème que je connais, quelqu'un de proche, voir cette médium, pour être aidé par cette médium. Donc je veux la tester avant, pour être sûr que c'est une bonne médium. Donc je vais voir cette médium pour la tester. Et donc je m'installe devant elle et je dis rien. Et je fais un visage sans émotion pour pas qu'elle puisse voir en moi. Et j'attends de voir ce qu'elle va me dire. Et la première phrase qu'elle me dit, c'est « Alors même à toi, il te faut des preuves ». Et en fait, c'est le même à toi qui est assez fort, parce qu'elle a tout de suite vu ce que je vivais en fait. Et à cette époque-là, en plus, je faisais partie d'un groupe de sorciers, donc de gens qui faisaient beaucoup d'expériences, pas sorciers dans le sens négatif, mais sorciers dans le sens des expériences avec l'invisible. Donc on faisait beaucoup de choses, on faisait voilà, des choses avec des rituels dans la nature, ou des choses avec des entités qui bougeaient des objets, par exemple, sans qu'on les touche. Donc pour moi, ça a permis de valider le fait qu'il y avait quelque chose d'invisible, quelque chose au-delà de ce qui pouvait être perçu. De voir des objets bouger tout seuls, c'est quand même assez surprenant. Mais ça m'a pas du tout étonné. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que... Enfin, ça m'a paru évident, en fait. Ça m'a paru évident. Et donc cette médium, la deuxième phrase qu'elle me dit, c'est d'un ton très sec, « Les sorciers, tu les laisses de côté ». Donc j'étais convaincu, forcément. Et alors avec elle, on a fait un travail sur mes vies passées, où elle m'a révélé que j'étais très marqué par une vie au Japon, que j'étais dans ma deuxième vie intérieure une femme japonaise, très ancrée avec les arts martiaux et pratique des arts martiaux, parce qu'en fait mon mari était un seigneur de la guerre, quelqu'un qui pratiquait beaucoup les arts martiaux. Et ce qui est marrant, c'est que depuis tout petit, j'ai un grand lien avec le Japon. Ça m'est arrivé de rêver plusieurs fois en japonais. Je m'asseyais par terre à la japonaise et j'ai toujours pu manger facilement avec des baguettes chinoises, sans avoir appris quoi que ce soit. Et j'ai fait des arts martiaux depuis tout petit. J'ai commencé à 5-6 ans. J'en ai fait pendant 20 ans. Donc, elle a tout vu, quoi. Avec cette vie antérieure, elle a connecté. Elle m'a fait comprendre pourquoi je vivais toutes ces choses-là dans ma vie. C'était juste mes mémoires des vies passées. Et alors, voilà. Donc, après, ce qui est intéressant avec cette rencontre avec cette médium, c'est qu'un jour, elle me dit maintenant, t'as le feu vert pour passer de l'autre côté. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais intéressé à vouloir ce qui se passait
de l'autre côté, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'astral. Donc je me suis dit ok, c'est parti, maintenant j'y vais. J'ai cherché sur internet quelqu'un qui pourrait me guider, enfin partout en fait j'ai cherché. Et puis j'ai fini par rencontrer mon premier maître, celui que j'appelle mon premier maître, qui s'appelle Michel, qui habite en Belgique. Et Michel en fait, il m'a appris avec beaucoup de patience, il m'a appris les sorties en dehors du corps. Donc pendant 1 an et 3 mois, je me suis entraîné très intensément, j'ai suivi son entraînement, faire beaucoup de relaxation, beaucoup de méditation, de programmation du subconscient pour dire à mon subconscient je sors du corps, je sors du corps. Et à un moment donné, avec la pratique, j'ai fini par pouvoir sortir du corps. C'est une expérience qui a complètement changé ma vie. J'ai compris que j'étais éternel parce que quand on voit son corps qui est allongé par terre et puis on est à côté, on sait qu'on n'est pas le corps. Et ça, c'est une compréhension qui est su de manière très profonde après. Ça, je me souviens juste après ma première sortie en dehors du corps, je me baladais dans un parc et il y avait un chien qui était en liberté. Et ce chien court vers moi, c'était un gros chien. Et à un moment donné, je me dis peut-être que le chien va me mordre. Et ça me fait rien du tout intérieurement parce que je me dis, il fera qu'un trou à mon vêtement. Parce qu'en fait, le corps, c'était devenu qu'un vêtement pour moi. À cette époque-là. Et pendant 15 jours, j'ai quasiment plus mangé et plus dormi parce que l'esprit ne mange pas ni ne dort pas. Donc, et ça ne m'a pas fait baisser mon poids et ça m'a pas fatigué. Parce que j'étais tellement sûr que j'étais le corps astral qu'en fait, ça, voilà, petit à petit, j'ai repris du sommeil et puis j'ai recommencé à manger. Alors, ma première sortie astrale, celle qui a vraiment fait le basculement, c'était dans ma chambre. Je me suis retrouvé à côté de mon corps. J'ai vu mon corps allongé sur le sol. Et puis, je me suis baladé dans l'appartement. Et donc, j'ai tout de suite su que je pouvais voler, que j'étais pas obligé de marcher. Dans le corps, avec le corps astral, on peut voler. On peut passer à travers les murs aussi. Et donc, j'ai commencé à jouer avec mon corps astral, à faire des pirouettes au plafond. Je tournais à côté du lampadaire du plafond. Et j'ai vu que mon corps astral n'était pas habillé, j'avais juste un slip rouge. J'avais pas de vêtements. Et après, j'ai joué avec ce corps astral. J'ai joué à me créer les vêtements que je voulais. Parce qu'en fait, la pensée est créatrice dans l'astral et tout ce qu'on pense se manifeste instantanément. C'est après la pratique que j'ai suivie avec les guides de l'astral, parce que dans l'astral, il y a des guides. Les 3 ou 4 premières sorties que j'ai faites, j'étais tout seul. Ils m'ont laissé libre de me balader. Mais après, ils m'ont plus laissé libre du tout. À chaque fois que j'allais dans l'astral, c'était pour apprendre quelque chose. Donc, ils m'ont formé, ils m'ont appris notamment que on était créateur à 100% de tout. Et donc, par exemple, ils m'amenaient dans des mondes où je devais créer tout un décor. Je devais tout créer avec ma pensée. Et puis dès que j'apprenais quelque chose, il me ramenait dans mon corps. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrête avec l'astral, parce que je fasse un peu le tour de tout ça. Je me suis rendu compte que je pourrais pas vraiment m'éveiller, parce que le but de mon chemin spirituel, ça a toujours été l'éveil. Je me suis rendu compte qu'il subsistait toujours un ego et une souffrance, malgré le fait que je fasse des sorties astrales, donc ça suffisait pas. Il fallait que je continue. Du coup, quand je suis revenu après à la vie, comment dire, j'ai voulu intégrer ces expériences de l'astral dans ma vie quotidienne et je me suis dit, mais ça se trouve, c'est pareil, dans la vie sur Terre, dans la vie physique, je peux aussi créer tout ce que je veux en y pensant. Donc, je me suis concentré et là a commencé une période que j'appelle un peu la période de la pensée créatrice, où j'ai tout ce que je demandais, ou les demandes aussi, j'appelais ça les demandes. J'avais un cahier de demandes, je demandais des choses, et tout ce que je demandais était accordé. Dans les moindres petits détails, même des choses infimes, par exemple, j'ai besoin de bouchons d'oreilles pour aller à la piscine et je les ai oubliés. Et là, pouf, je vais trouver des bouchons d'oreilles sur la route pour aller à la piscine, ou j'ai besoin de ma pomme et mon orange parce que quand je travaillais, je prenais toujours un pique-nique et il y avait une pomme et une orange dans mon pique-nique et un jour je l'oublie
et je vois en plein milieu du chemin, sur la route, la pomme et l'orange qui sont posés sur mon chemin. Ça paraît fou, mais c'est vraiment... Et ça, des 1000 fois peut-être. Une fois, j'étais à Nanterre aussi avec ma compagne, et non, il y avait une grève de RER, il y avait plus aucun métro. On se retrouve au fin fond de Nanterre à 1h du matin, tout noir, rien, pas de lampadaire, aucun humain, personne. Et là, ma compagne de l'époque, nous on habitait dans Paris Sud, 14e arrondissement, donc c'était pas évident de pouvoir rentrer à pied de Nanterre jusqu'au 14e arrondissement. Ma compagne de l'époque, elle me dit, fais quelque chose, demande intérieurement. Et là, je me centre intérieurement, je demande, et instantanément, peut-être 5 secondes après, il y a un taxi qui arrive de nulle part et qui s'arrête devant nous pour nous ramener à la maison. Voilà, ce genre d'expérience tout le temps. Après l'astral, après Michel, j'ai commencé à avoir beaucoup d'autres expériences, des expériences de claire sentience, par exemple, d'odeur que j'avais quand je méditais, de fleurs, d'odeurs de fleurs, d'odeurs de toutes sortes de choses qui n'étaient pas là. Même les gens la sentaient des fois, sentaient ces odeurs-là. Et puis d'autres expériences qui commençaient à être un peu trop intenses pour moi, que je comprenais pas. Donc je me suis dit, il me faut un maître pour me guider. Il me faut quelqu'un. Donc là, j'ai demandé intérieurement un maître, et l'univers exauce tous nos vœux si on y croit, si on croit que l'univers fait tout pour notre bien, et tout arrive, quoi. Donc j'ai rencontré mon deuxième maître, Gérald, qui a été mon guide pendant jusqu'à l'éveil, quoi, jusqu'au bout en fait, pendant 10 ans à peu près. Et donc avec Gérald, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et appris surtout à réaliser qu'en fait on n'était pas séparés, que la séparation était vraiment une illusion complète, et que finalement tout était un, comme le dit maintenant la physique quantique depuis c'est tout récent, à partir de 2012-2016, tout est énergie, tout est conscience, et on doit réaliser en fait que on est cette conscience, on est cette énergie, c'est vraiment notre nature. Alors donc le cheminement a duré pas mal de temps. Il y a un moment donné où, même avec Gérald, qui est toujours un maître complètement éveillé, complètement accompli, j'étais pas satisfait, et je suis parti en Inde pendant 3 ans pour vivre auprès de yogis éveillés, donc qui avaient réalisé le soi. Et ces yogis, en fait, j'ai surtout appris par leur contact, par leur présence, et à voir comment ils agissaient au quotidien. Puis je me suis rendu compte que tout le monde dit la même chose, en fait. Tout le monde dit la même chose. Tous les sages de toutes les religions disent la même chose. Il y a une vérité. Et comme dirait l'un des maîtres que j'ai connu dans les Himalayas, la vérité est une seule, parce que si c'était une vérité qui changeait, quelle vérité ce serait, quoi. Il y a une vérité forcément absolue, ou alors c'est pas une vérité. Donc finalement, je reste pas mal de temps en Inde à faire ma sadhana, à faire ma pratique. Donc sadhana, ça veut dire ascèse en sanskrit, donc méditer dans leur présence et tout ça. Beaucoup de compréhension, mais toujours pas le basculement de l'éveil. Je reviens en France. Finalement, je reviens en France, et là, je sais pas du tout ce que je vais faire en France. Je me dis, je vais faire menuisier, pourquoi pas. Tiens, menuisier, ça me parlait bien, je sais pas. Donc j'envoie une vingtaine de CV pour faire menuisier. L'univers me répond, je reçois aucune réponse. Donc là, je comprends tout de suite que c'est pas du tout ça. Puis après, il y a en une journée, je reçois plusieurs coups de fil de personnes d'amis qui me disent, tu devrais faire prof de yoga. Donc là, je comprends le message aussi. Du coup, j'ai fini par faire prof de yoga, puis à ouvrir mon école, en continuant ma pratique, mon cheminement. Et puis c'est un jour, en revenant d'un cours dans ma voiture, tout bêtement, en conduisant la voiture, sans rien chercher du tout, que le basculement se produit. C'est-à-dire que à un moment donné, tout devient clair, tout devient évident. Tout devient tellement évident que je reconnais même pas que c'est l'éveil.
Pendant 17 ans, je cherche l'éveil et au moment où ça m'arrive, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est. Je me sens juste extrêmement conscient, extrêmement présent, extrêmement ici et maintenant, extrêmement complet, satisfait, plein, mais je comprends pas. Et pendant plusieurs jours, je dis à ma compagne, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas ce qui m'arrive, je suis toujours conscient, je suis toujours hyper maintenant. Et même avant même d'ouvrir les yeux, quand je me réveille le matin, pouf, je sens que je suis hyper présent et je reconnais une présence qui a toujours été là. Je reconnais en fait ce que j'ai toujours été. C'est à ce moment-là en fait que j'ai le tilt de l'éveil. Une phrase de Mananda Muni me revient. Avant de venir dans ce corps, j'étais la même. Donc Mananda Muni, c'est une grande sage de l'Inde. Durant ma vie, mon enfance, j'étais la même. À l'adolescence, j'étais la même. Maintenant, je suis la même. Et jusqu'à la dissolution de cet univers, je serai la même. Et ben, c'est exactement ce que je ressens. Encore aujourd'hui, je suis toujours le même. Et donc, cet état d'éveil. Alors, ce qui est intéressant, c'est après revenir dans la vie. Enfin, comment ça se manifeste dans la vie? C'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de l'éveil. Mais comment c'est vécu? Et alors, on peut pas décrire l'éveil, c'est impossible, mais on peut peut-être partager un peu comment c'est vécu. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est un peu comment je le vis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus simple et évident que ce qu'on pense. Souvent, on s'imagine que l'éveil, par exemple, c'est un état de béatitude constant. Ça ne peut pas être un état de béatitude constant parce que dans un état de béatitude, il y a certains états de béatitude où on ne peut rien faire, où on ne peut même pas bouger le corps. On est pris par cette béatitude qui est tellement forte qu'on ne peut pas bouger. On est envahi. Donc imaginez, vous êtes au supermarché, vous devez faire vos courses. Si vous êtes dans un état de béatitude, c'est pas pratique. Ça fonctionne pas. Donc non, c'est pas ça. C'est pas un état de béatitude constant. Il y a une équanimité, une paix qui est toujours là. Ça, c'est vrai. Il y a une satisfaction, il y a une complétude qui est toujours là. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut définir comme étant. On peut pas trop mettre de mots dessus. C'est juste que, à part présence, conscience, le fait d'être, peut-être, c'est le fait d'être qui est toujours là et qui est savouré. On savoure pleinement le fait d'être. Voilà. Et donc, ce fait d'être, il se savoure dans tout, dans toutes les perceptions, absolument tout. Et tout devient sacré. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que moi, j'avais beaucoup de tendances monastiques, parce qu'en fait, dans ma dernière vie, j'étais déjà dans une pratique spirituelle et à tendance monastique, donc j'avais pas de compagne, j'étais seul, et donc j'avais cette croyance que, par exemple, la sexualité c'est moins sacré que méditer, par exemple. Et en fait, tout ça est tombé. Ça a été le gros clash, on va dire. L'un des plus gros clashs que j'ai eu après l'éveil, c'est me rendre compte que même pendant la relation sexuelle, j'étais toujours exactement le même et que c'était toujours pareil. C'était aussi sacré que tout. En fait, que tout est absolument sacré. Boire un thé, c'est sacré. Tout, en fait, chaque chose, tout ce qui est perçu de manière sacrée. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne vit plus à travers le filtre du mental et de l'ego, parce qu'en fait, quand l'ego quand l'ego est vu clairement, on reconnaît qu'on n'est pas cette histoire, ce personnage qu'on s'est créé, tous ces conditionnements. Donc l'histoire personnelle n'existe plus. Et tout le monde peut vérifier ça. Dans l'expérience ici et maintenant, il n'y a aucune histoire personnelle. L'histoire personnelle, elle est seulement dans la mémoire, dans le mental, mais si vous débranchez votre mental et votre mémoire, ici et maintenant, il n'y a aucune histoire personnelle. C'est exactement comme l'idée « je suis le corps ». Je suis le corps, c'est qu'une idée du mental. Si vous fermez les yeux, vous observez les perceptions, vous observez que vous ressentez un espace, c'est ça la réalité, vous ressentez un espace dans lequel il y a des perceptions, mais l'image mentale du corps vient après, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on se sent être espace, et dans cet espace, il y a des perceptions.
ces perceptions-là, on les juge et on dit, par exemple, quand on ressent des perceptions de la corporalité, on dit ça c'est moi. Et quand on ressent des perceptions, par exemple un oiseau qui chante, on dit ça c'est pas moi. Mais ça c'est faux. En réalité, si vous débranchez l'idée je suis le corps, vous allez voir que vous êtes l'espace en entier et toutes ces perceptions sont incluses à l'intérieur de vous. Le basculement de l'éveil, c'est se rendre compte qu'on n'est plus un corps avec une conscience dedans, mais qu'on est la conscience avec des perceptions à l'intérieur, y compris un corps dedans. Donc voilà, ça a été le gros changement. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, je pensais que l'éveil était la fin. Alors c'est la fin du point de vue humain, parce qu'on sait que tout est accompli. Ça, on le vit tout le temps. On sait qu'on n'a plus rien à faire d'autre en termes d'accomplissement humain. Par contre, en termes de conscience, on a toujours à faire. La conscience se déploie tout le temps. La conscience est infinie. Et la conscience œuvre en permanence et crée en permanence et donne des fruits en permanence. Donc une fois qu'on est éveillé, on a encore à faire, on doit encore donner des fruits, on doit encore, par exemple, partager, etc. Il y a plein de façons de partager. Il y a aussi des yogis éveillés qui restent dans des grottes, mais ça veut pas dire qu'ils font rien. Ils partagent à un autre niveau, au niveau énergétique, ils nettoient des choses subtiles. Mais en tout cas, on fait toujours quelque chose. La conscience n'est pas inactive. Elle est à la fois immobile, puisqu'il y a un point qui est immuable. L'être est immuable, mais l'être veut se connaître lui-même, et donc l'être crée la manifestation, et dans cette manifestation, il joue, en fait. Il joue à avoir toutes sortes d'expériences et à se déployer. Donc voilà, c'est ça, l'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Merci.